Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui c'est vendredi, et d'habitude vendredi c'est n'importe qui. Et ben là, pour une fois, c'est mon premier 101% où je suis vraiment n'importe qui. Je parle par rapport à No Life en fait. Voilà. Donc c'est Davy Mourier, je n'avais jamais fait de 101% sur fond vert, donc comme disait Alex, jamais une flèche ne m'avait tourné autour. D'habitude, c'est des femmes. Donc c'est 101%, et 101%, c'est comme tous les vendredis. C'est-à-dire qu'on va avoir une critique de jeu, compiler, et puis on terminera avec les animés, mais on commence avec les news. Ça fait bizarre. Les 6 et 7 février dernier avait lieu la 9e édition de Paris Manga à l'espace Champéret. Pour faire face à l'augmentation de la fréquentation, la surface a augmenté. On est passé cette année à plus de 10 000 mètres carrés. Ce n'était pas de trop pour accueillir un public d'un peu plus de 50 000 visiteurs venus profiter des stands et des diverses animations proposées. Cosplay bien sûr, ainsi que jeux vidéo sur console et en arcade, et pour la première fois du catch. C'était aussi la seconde édition à proposer un espace sci-fi, plus tourné vers la science-fiction, les comics et produits de pop culture US. On remarquera notamment la présence de Corinne Nemec, le comédien qui incarnait Parker Lewis dans les années 90 et qu'on avait déjà pu croiser au Toulouse Game Show en novembre dernier. La prochaine édition aura lieu normalement en septembre prochain. Capcom annonce fièrement que MotoGP 2009-2010 débarquera en Europe sur PS3 et 360 le 19 mars prochain. Il inclura notamment un mode online plutôt riche. 20 concurrents pourront s'affronter simultanément sur tous les circuits de la saison 2010. À l'issue de chaque course, vous aurez la possibilité de consulter le classement mondial, mais surtout de télécharger le fantôme des meilleurs pilotes. Une manière de comparer vos trajectoires avec celles des joueurs les plus aguerris. Une démo du jeu sera disponible avant sa sortie, que ce soit sur le PlayStation Network ou le Live. Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth, le 5e volet sur DS de la célèbre série des Gyakuten Saiban, vient de sortir en Europe. Histoire de nous le rappeler, Capcom diffuse ce trailer mettant en scène Benjamin Hunter, le célèbre procureur, personnage central de cet épisode. Attention toutefois, pour profiter pleinement du jeu, il vous faudra un certain niveau d'anglais, la traduction des sous-titres n'ayant pas été assurée pour la France. ロジックを追うということだ。君は本当に泥棒なのか？こんな裏若き少女がそんな大物の泥棒には見えないぜ。私は正真正銘の大泥棒ですよ。そんなケチなものに手を出したりしませんよ。私が盗むものはたった一つだけですから。これこそは大泥棒の秘密兵器です。誰ですか、その女の子は。三剣さんの助手の三雲ちゃんです。そんな、三剣検事の相棒は昔から自分と相場が決まってるっす。気がつかないか。ここには大きな、そう、矛盾があるのだ。ユリカ、どうすか。自分もちょっとはできるようになったっす。いけ、調子に乗らないことね。カルマは完璧をもって良しとする。秘密任務なのよ。今私が追っているのは厄介な相手なの。もう一人この事件を追っている捜査官がいるわ。あなたも出会うことになるかもしれないわね。検事さんよ、ここは綺麗に刈り揃えられた裁きの庭だね。悪いことは言わねえ。法廷に帰んな。
検事さんたちは法廷で推理ごっこするのがお仕事かもしれねえが、こっちとらそんな暇はないんでね。ここが現場でも法廷でも構わない。決着をつけようではないか。どんな手を使おうと犯した罪を隠し通すことはできない。そのこと私が証明してみせよう。Il faut savoir que au début de No Life, alors bon, on va dire, non, c'est toujours en fait, c'est quand même toujours un peu, j'allais dire au début c'était plus que du collage, du rafistolage No Life. Bon, ça l'est toujours un peu quand même, un peu moins. C'est-à-dire, Alex n'avait pas d'invité pour le vendredi. On était jeudi soir. Et on était jeudi soir. Et Clément, je sais plus, tu avais demandé à Clément de faire le 101%, je crois. Il voulait pas, enfin. Ouais, il faisait sa mauvaise tête, ouais. Voilà. Et donc, à 22h, j'apprends par MSN, j'étais chez moi, qu'il n'y avait rien pour le lendemain. Et on me dit, t'as pas une idée? Alors je réfléchis, et je dis, bah, vous avez qu'à faire parler la PLV. Donc t'expliques maintenant à nos spectateurs ce que c'est qu'une PLV. Ah oui, la PLV, c'est-à-dire, vous savez, les personnages en carton qui sont plus grands que moi, je crois que c'est la publicité sur les lieux de vente. C'est ça, la publicité sur les lieux de vente. Et voilà, et c'est donc genre, bah là, c'était lequel de Dante? C'était Dante, ouais, Nero. Dante, ouais. Voilà, de Devil May Cry. Et donc, il fallait le faire parler. Et que je dis à Clément, bah voilà, si tu veux, je t'écris les textes et tu fais ah non, il me fait non, il faut quelqu'un quand même qui arrive à parler et tout ça. Je fais bon, ok, ben nous on va l'enregistrer, puis après on vous l'envoie et tout ça. Et donc, jusqu'à minuit, 1h du matin, genre, on a travaillé sur le 120% du lendemain. Mais toi, t'étais chez toi, tu faisais ça dans ta chambre. De chez moi, par MSN, ouais. On a tout géré comme ça. Ouais, c'était No Life à la route, quoi. Mais c'était bien, c'est cool ça. Mais tu sais, ça n'a pas changé des vies. Non, bah je sais. Je vois là. Bon, on va regarder, et je ne vois rien parce que le truc vert me nique les yeux. La critique de jeu, et c'est Venezia, c'est ça, Venezia. Venezia, c'est un RPG qui se déroule à Venise. Donc, les pieds dans l'eau, et j'y ai pas joué. Je sais que Alex déteste ça. Il faut que je fasse croire que j'ai bien aimé. Ah non, ça c'est ma nouvelle chaîne qui veut que je fasse croire. Et je sais que tu cherchais un truc salace là, les pieds dans l'eau, je te voyais chercher la vanne. Et les couilles au frais, tu vois. Mais je me suis dit non, je suis même pas drôle et tout. D'ailleurs, juste après, on parlera de mon actualité. Parce que si je suis là, c'est que j'ai une actualité. Et ouais. Le développeur indépendant Deck 13, basé à Francfort en Allemagne, s'est fait connaître grâce à sa série des Hank, des point-and-click rigolos se déroulant dans une Égypte antique délirante, évoquant les albums d'Astérix. Après 3 épisodes de Hank, le studio avait réalisé Jack Keen, un autre point-and-click lorgnant cette fois-ci du côté des aventures d'Indiana Jones. En attendant leur prochain jeu d'aventure, le très prometteur Hunted, Deck 13 change de registre en proposant son premier RPG sur Xbox 360 et PC, Venetica. Déjà sorti en Allemagne depuis quelques temps, le jeu avait bien été accueilli par les joueurs allemands, éternel bastion du jeu sur ordinateur. Reste à savoir si Venetica peut également convaincre les gamers du reste du monde. Attends, je n'en ai pas pour longtemps. Venetica se déroule pendant la Renaissance, dans une Europe alternative pleine de mystères et de dangers. Le joueur y incarne Scarlett, une jolie jeune femme sans famille, ayant grandi dans le petit village de San Pasquale, dans les montagnes italiennes. Scarlett se prépare à une vie sans histoire, tandis que son fiancé Benedict part rejoindre un ordre de chevalerie. L'aventure, c'est bon pour les autres, pense-t-elle. Hélas, le destin en décide autrement. De sinistres assassins appelés les derviches attaquent le village, tuant sans merci les habitants. Scarlett ne survit que grâce au sacrifice de Benedict. Mais alors que l'homme qu'elle aime meurt dans ses bras, Scarlett est visitée par une étrange apparition, la mort en personne. La mort lui révèle qu'elle est sa fille et la seule personne capable de détruire un clan d'immortels mené par un individu se faisant appeler l'Archonte. Armée d'une faux appelée le Croissant de Lune, Scarlett se met en route vers la cité corrompue de Venise pour tuer les immortels et détruire leurs âmes perverties. Vous savez ce qu'on dit? Voir Venise et mourir. Benedict, non! Venetica est un action RPG au gameplay en apparence classique. Jouable avec le combo habituel clavier-souris ou à la manette, le jeu propose de contrôler Scarlett en vue à la 3e personne.
Un inventaire permet de stocker items divers et objets de quête, et en gagnant des niveaux d'expérience, Scarlett pourra dépenser des points dans 2 arbres de compétences représentant ses capacités physiques et spirituelles. Mais avant de pouvoir dépenser des points dans une technique, elle devra trouver un maître capable de l'entraîner. Ce qui peut surprendre dans Venetica, c'est que Scarlett commence avec un panel de mouvements des plus limités. Les premiers combats semblent particulièrement basiques, avec seulement 2 coups distincts. Mais dès que l'on commence à rencontrer les maîtres et apprendre leurs techniques, toute la richesse du système de combat commence à se dévoiler, avec des parades, roulades et enchaînements qui rendent les affrontements très dynamiques. En trouvant les entrées du monde spirituel, Scarlett apprendra également de nouveaux pouvoirs magiques, à commencer par la capacité à glisser du monde réel au monde spectral, un peu à la manière de la série Soul River. Il faut d'ailleurs noter que Scarlett ne meurt pas forcément lorsque ses points de vie atteignent 0. Elle glisse dans le monde spirituel et peut ressusciter si elle a collecté suffisamment d'âmes à l'aide du croissant de lune. Les armes sont réparties en 4 catégories, chacune ayant son usage propre. Le croissant de lune peut voler les âmes et c'est la seule arme utilisable dans le monde des esprits, tandis que les marteaux peuvent défoncer les portes en bois ou des éléments du décor. Une autre petite touche sympathique concerne les armures. Scarlett ne pourra pas utiliser immédiatement les armures prises sur le corps de ses ennemis. Il faudra d'abord qu'elle les apporte à un forgeron pour les adapter à sa morphologie. Il faut également signaler la présence de quelques mini-jeux qui viennent ponctuer les aventures de Scarlett, comme par exemple lorsqu'il s'agira de crocheter une serrure. Il faudra alors reproduire la bonne séquence de touches. Le jeu propose évidemment une multitude de quêtes, en particulier une fois arrivé à Venise. Le joueur sera amené à rejoindre l'une des 3 guildes locales, chacune ayant son propre panel de missions à accomplir. Sans oublier évidemment la mission principale, qui consiste à contrecarrer les plans de l'archonte et de sa clique. La plupart des quêtes proposent plusieurs manières d'arriver à ses fins, et le joueur pourra également influer sur le comportement de Scarlett en choisissant ses réponses lors des dialogues. Sera-t-elle le bras vengeur de la mort ou l'ange qui rétablira l'équilibre dans le monde? Les choix du joueur influeront sur sa réputation et la manière dont les autres personnages perçoivent ses actions. Venetica est un RPG très sympathique et certainement le meilleur jeu développé par Deck 13 à ce jour. Doté d'une histoire intéressante et pleine d'idées originales, le jeu propose de multiples petites touches bien trouvées qui donnent énormément de charme à son univers. Il faut également citer le personnage de Scarlett elle-même, qui change agréablement des bimbos habituels du jeu vidéo. On sent vraiment sa montée en puissance tout au long de l'aventure, simple paysanne qui se transforme progressivement en véritable héroïne. Ton pire cauchemar. La bonne blague. À une époque où les héros commencent avec une pléthore de super pouvoirs pour satisfaire les fantasmes de puissance des joueurs, c'est très agréable de retrouver une vraie progression de RPG à l'ancienne. Un autre des atouts du jeu est la ville de Venise. On prend un réel plaisir à en explorer les moindres recoins, à s'aventurer sur les toits ou à explorer les catacombes à demi inondées. Bref, Deck 13 a réalisé un très bon travail sur l'univers et l'ambiance de son jeu. Et pour ne rien gâcher, les décors sont très jolis. Non pas qu'il faille comparer le jeu de Deck 13 à des superproductions du type Assassin's Creed 2, hein, quand même. Clairement, Venetica n'est pas parfait. La modélisation et l'animation des personnages ne sont pas extraordinaires, et il faut bien avouer que le moteur 3D Augur, utilisé par Deck 13 depuis le premier Hank, n'est pas un modèle d'optimisation. De plus, on retrouve évidemment quelques vilains bugs, comme souvent dans les RPG PC. Ceci mis à part, Venetica est un titre rafraîchissant, et pour le premier RPG d'un petit studio, c'est franchement du beau travail. Les amateurs de RPG orientés action avec une vraie dimension aventure ne devraient donc pas hésiter à se laisser entraîner par la belle Scarlett dans les vénelles ténébreuses de la Sérénissime. Voilà, alors retour plateau, très bien. Alors j'en fais toujours pas, hein, parce que j'aime pas. Mon actu. Donc la chaîne Gong, ça, vous l'avez entendu partout, par Mons et par Vaux. J'ai plein de messages, de mails, de commentaires sur mon blog. Et Rémi alors? Non, Rémi, je l'ai emmené avec moi. Voilà. Il faut dire qu'il avait donné vraiment un style au montage de Road Trip. Hein. Oui. Je pense peu de gens se rendent compte de l'importance du montage. Et au niveau de la musique, du rythme, il avait tout à fait le style qui allait bien avec ta façon de présenter. Non, mais et Road Trip, c'était vraiment votre... mais c'est un binôme. Moi, j'en chie quand je travaille pas avec Rémi. Voilà, c'est très dur. Il sait comment je parle, il connaît mon phrasé, il connaît mon rythme. Et il a adapté son rythme de montage avec ça. Puis en plus, il est doué niveau habillage. Et donc, Road Trip, c'est clairement, c'est Rémi et moi, quoi. Je me voyais pas le faire sans lui. Et d'ailleurs, toutes les émissions que je fais, je préfère les faire avec lui. Donc voilà. Merci pour ce qu'on est en train de faire, là. Ah mais non, mais Alex, voyons, ça c'est autre chose. De toute façon, un plan séquence, je veux dire, pour le rater. Je travaillerai avec quelqu'un qui a moins de carrière que toi,
ça me changerait pas grand-chose, si tu veux. Ah, il faut quand même faire le cadre. Ouais, non, c'est vrai. La lumière. C'est vrai. Et qui c'est qui t'a dit de te maquiller un peu tout à l'heure? C'est vrai. Ça fait partie du boulot. C'est vrai. Donc, tu niques totalement mon actu. Donc, Gong, tous les samedis à midi sur la chaîne Gong Road Strip. Mais, une semaine après, vous allez avoir Road Strip gratuitement sur le web. C'est vous qui êtes fan de No Life, etc., que vous avez aimé Road Strip, vous vous dites je pourrais plus le voir. Eh ben si, ça arrive sur le web, ça vous le verrez à mon avis une semaine après sur mon blog, voilà, vous pourrez retrouver Road Strip. Sinon vous pouvez me voir aussi sur Ankama, dans Ankama Inside, alors là je suis juste animateur, voilà, je passe les plats on va dire, enfin j'essaye de passer les plats de la manière la moins conventionnelle possible et j'essaye de placer des gros mots, donc vous pouvez regarder l'émission. Et bientôt sur Ankama, une émission avec Monsieur Poulpe, J'irai loler sur vos tombes, un talk show qui arrivera tous les vendredis à 17h sur Ankama. Ankama TV, ankama.com. Voilà pour l'actu, je crois que c'est bon. On a fait le tour. On va regarder Compiler. Alors Compiler, le petit robot, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, et tu savais pas qu'un le pavé numérique, c'est Alex qui a retourné le personnage. Parce que j'ai cru que le robot, il allait être de ce côté de l'écran et il parlerait à Cyril dans ce sens. Et bon, après, au montage, ils se sont rendus compte que c'était mieux dans l'autre sens. Et forcément, le pavé numérique, il n'est pas du bon côté. Je ne suis pas Gogol, hein. Je me suis déjà servi d'un ordinateur. Donc je vais changer le pavé numérique pour les prochains compilers. Je m'y engage. Voilà. Et l'habillage, quand on parle d'habillage, c'est le graphisme. C'est pas les habits de Cyril. Je lis plus le forum de No Life, ils me font de la peine. Les sprites, deuxième partie. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Ah, mais tu as changé? Oui, je me suis fait pourrir sur le forum avec mon pavé numérique de Traviole, alors j'ai décidé de changer d'image. Maintenant, je suis un ordi moe et kawaii, un peu comme dans Chobits, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est juste que tu veux savoir la seconde méthode pour dessiner les sprites, hein. Oui, celle qui est utilisée par mes cousines les bornes d'arcade et les vieilles consoles, c'est ça? Oui, et attention, c'est un peu technique. Concentre-toi. Je suis pareil. Comment on va expliquer ça? Reprenons notre décor. Tu te souviens, c'est juste une image en mémoire. Oui. Et d'un autre côté, on a les sprites qu'on veut afficher. Ce sont aussi de petites images en mémoire. Oui. Maintenant, regardons un peu comment est faite la machine sur laquelle on travaille. Prenons au hasard la NES. Ah oui, je me souviens dans Tokyo Café sur Project F, dispo sur No Life Online, 3 € l'abonnement. Ils expliquaient qu'il y avait une mémoire pour les sprites et une autre pour les décors. Mais tu regardes No Life? Oui, je suis abonné soutien de No Life Online, 3 € l'abonnement. Ah oui, bon. Effectivement, sur NES, pour afficher les sprites sur un décor, le programme du jeu n'avait pas à le faire lui-même. Il indiquait simplement à la console « Je veux tel sprite à tel endroit sur l'écran ». Oui, ok, mais qui va dessiner les sprites sur le décor si ce n'est pas le jeu? C'est là que c'est malin. C'est la console qui va rajouter le sprite sur le décor. Tu es au courant que la console doit envoyer son image sur l'écran de télévision? Oui, bien sûr, elle doit même le faire 50 fois par seconde. Eh bien, dans la console, il y a une puce qui s'occupe d'envoyer l'image sur la télé. Cette puce prend toutes les données en mémoire et les transforme en signaux électriques pour créer une image en traitant les pixels de gauche à droite et de haut en bas. Oui, je comprends, je fais pareil. Mais à quel moment les sprites sont dessinés sur le décor finalement? Eh bien, c'est cette puce. À chaque fois qu'elle traite un pixel du décor, elle va vérifier si le programmeur a demandé de mettre un sprite à cet endroit. Si oui, ce n'est pas le pixel du décor qui est pris en compte, mais celui du sprite qui a été demandé. Oh mais c'est super malin. Ça veut dire que c'est l'électronique qui fait tout. Pas besoin de tout dessiner soi-même. En plus, le décor n'a même pas été modifié en mémoire, c'est tout bénef. C'est ce qu'on appelle les sprites hardware, c'est-à-dire générés par le matériel. C'est d'ailleurs pour cela que les bornes d'arcade qui coûtaient beaucoup plus cher avaient des puces plus puissantes et pouvaient faire des sprites plus gros et plus nombreux que les consoles de salon. Ah oui, je me souviens, dans les années 90, les jeux d'arcade étaient bien plus impressionnants que les jeux consoles. Mais même parfois en arcade, il arrivait que les sprites clignotaient un peu. Et oui, comme tout ce qui est traité électroniquement, le programmeur est soumis aux limites de la machine. S'il les dépasse, la puce ne suit plus et ne peut plus afficher tout ce qui est demandé par le programmeur dans le temps imparti. Les sprites clignotent ou alors le jeu ralentit. Moi, perso, je préférerais ralentir un peu le jeu pour que tous les sprites soient affichés proprement. En général, on préfère l'inverse. Garder une vitesse constante même si l'affichage merdouille. C'est mieux pour la fluidité du gameplay. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Retour plateau, boum. Alors là, il faut que je profite parce qu'après, il n'y a plus qu'un truc et après, c'est la fin. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de 120% que ça me fait bizarre. Mais en fait, on retrouve vite ces marques. À part que ces marques-là, je les connaissais pas. Oh.
Tout à l'heure, Alex m'a dit que... Oui, blague télé, joke TV, showbiz. T'as bien changé, Davy. Hein. On est à la maison, là, on est à la maison. Donc, on comprendra qui pourra. Alex me disait tout à l'heure qu'il y avait eu un reportage sur Café Salé, et lorsqu'il était arrivé avec ses caméras avec Suzuka, Café Salé était en train de dessiner des nus. Et il y avait des jeunes femmes toutes nues, donc Alex a dû couper la caméra. Et ça m'a rappelé une anecdote que je n'avais jamais racontée pendant mes 101%, et donc je m'en vais vous la narrer. J'avais 15-16 ans, j'étais plutôt puceau en général, j'avais pas mal de boutons, et j'étais gros, voilà. Donc niveau sexualité, à part ma mère à poil, j'avais pas vu grand-chose, quoi. Et j'apprends, j'étais en cours de dessin à Lyon, à l'école de Condé, et j'apprends qu'on va faire des nus. Alors déjà ça me fait stresser un petit peu, parce que voir une femme à poil, tout ça, tu vois, les hormones, tout ça. En plus tu mets souvent que des jogging, donc, je veux dire, ça se voit quoi, s'il se passe des trucs. Et donc j'arrive en retard, parce que problème de train, je faisais le trajet tous les jours de Lyon en Ardèche. Problème de train, j'arrive à la bourre, je monte les escaliers et tout, et là quand j'arrive dans la salle de classe, tout le monde est déjà là. Et alors, en gros, il y a la porte d'entrée, voilà, donc, hop, comme ça, la porte d'entrée, tout le monde est en U, comme ça, et la femme, elle est nue, là, avec les jambes écartées, face à la porte, vous voyez, comme ça, à poil. Moi, je rentre comme ça, et je fais, excusez-moi, j'étais en retard, alors tout le monde rit et tout, machin, et le prof, il fait, ah bah, il n'y a plus de place, ah bah, mets-toi là, et donc il m'a mis la chaise, voilà, genre, à, je sais pas, à 1 mètre de la jeune femme qui a les jambes écartées, comme ça, et moi, donc, je dois décider, j'ai une vue que ça, genre, elle aurait pu accoucher, j'aurais vu la tête du gosse, quoi. Et j'étais que ça tout le long. Et je décidais, et j'arrivais jamais. Quand j'arrivais au sexe, je faisais juste des trucs au crayon comme ça, et je le dessinais pas. Et mon prof qui passe derrière moi et qui fait, mais, faut faire plus de détails à ce niveau-là, tu fais pas la chatte. Ah! Et c'était un grand moment de... Je n'étais pas moi encore, hein, parce que... Après... C'était dans ta première vie. Voilà. On va regarder les animés. Dans les animés, on va voir le film. Alors, il n'y a que la cave qui pouvait aller voir ce film. C'est le film des Tamagotchi. Je ne sais pas s'ils vont en dire du bien. Je sais pas. Par contre, le jeu, sur Wii. Quelle merde. Bref, j'ai le droit. Et après, on va voir... Ah, putain, merde. Je vois rien. Vexil. Vexil ? « 2077. Cela fait 10 ans que le Japon, devenu leader mondial en biotechnologie, est totalement coupé du reste du monde. Soupçonnant le pays du soleil levant d'avoir poussé très loin les recherches dans le domaine, les États-Unis envoient l'unité spéciale SWORD en infiltration. Vexile, la capitaine de cette équipe, va alors découvrir l'inconcevable. Dans cet animé en 3D sorti en salle en 2007, on retrouve une partie de l'équipe du film de Appleseed Ex Machina, dont Soli Fumihiko à la réalisation. Globalement, la modélisation en images de synthèse est belle, voire splendide quand il s'agit des décors. L'animation des personnages présente par contre un rendu un peu plus mitigé. Sans pour autant être du niveau d'une vieille cinématique de jeu sur PS1, l'animation peut s'avérer assez raide dans la plupart des séquences. Dans ce registre, Vexile se place un cran en dessous d'un titre comme Final Fantasy Advent Children par exemple. Si le scénario est plus travaillé que celui du film de Appleseed, il comporte cependant de nombreuses faiblesses. On notera ainsi beaucoup de déjà-vu et d'emprunts. La façon d'aborder le thème de la mécanisation par exemple n'est pas sans rappeler la série Galaxy Express 1999. Enfin, les personnages ne sont généralement pas travaillés, cela se ressent notamment au niveau de l'intrigue amoureuse du film. Celle-ci aurait pu être poignante, mais tombe finalement à l'eau tant les protagonistes manquent de profondeur. Côté son, on appréciera la BO de ce film et le fan de J-Music averti sera content de retrouver des morceaux des groupes Boom Boom Satellites et de Dead Can Dance. Concernant les doublages, la VF est à éviter, comme c'est souvent le cas. On regrettera également que la VO souffre de quelques coquilles au niveau des sous-titres.
Parmi les bonus que propose ce DVD, on peut visionner le spot TV et la preview japonaise du film et 2 extraits d'interview du réalisateur de l'animation. On trouve également une section bonus intitulée Les secrets de Vexile, regroupant des séquences tests d'animation pour les amateurs de technique. Tout comme le film Appleseed Ex Machina dont il est très proche, Vexile n'est pas un long métrage inoubliable. Il offre cependant un récit de science-fiction à grand spectacle qui fera passer un bon moment aux amateurs d'animation en 3D. Enfin vos jouets préférés au cinéma. Venez découvrir une école pas comme les autres. Qui ne connaît pas les Tamagotchi, ces petites bestioles virtuelles qui se baladent dans des œufs. Fait peu connu en France, cette licence a été adaptée en animé au Japon en 1997. Cette série a ensuite donné lieu en 2007 à un premier film intitulé Eiga de Tojo Tamagotchi Doki Doki Uchou no Maigochi. Celui-ci n'a pas connu de sortie française. Par contre, le deuxième long métrage, celui dont il est question aujourd'hui, est à l'affiche dans nos salles obscures depuis mercredi dernier. Son titre, Eiga Tamagotchi Uchu Ichi Happy Nan Monogatari, ou en version française, Tamagotchi, la plus belle histoire de l'univers. On retrouve les personnages phares de la série, Namechi, Memechi, Kuchipachi, ou encore le tout nouveau Happy Happichi. Mamechi et ses camarades attendent impatiemment l'arrivée de la bibliothèque volante Otogichi. Cette bibliothèque recèle des livres dans lesquels on peut plonger littéralement. Soudain, une petite voix se fait entendre et appelle à l'aide. Elle vient d'un des livres de la bibliothèque. Face à ce danger dont ils ne mesurent pas encore l'importance, Mamechi et ses compagnons ne peuvent rester indifférents. Bien qu'elle se destine à un public jeune, voire très jeune, l'histoire de ce film de Tamagotchi est attrayante. Les fans de petites créatures virtuelles, aussi peu nombreux soient-ils en France, seront heureux de retrouver leur héros fétiche. Le chara-design et la direction artistique mêlent très habilement animation traditionnelle et 3D dans un univers de livres de contes. Le long-métrage a été réalisé par Shomura Joji et scénarisé par Matsui Aya. Le duo a déjà œuvré sur des animés tels que le célèbre Dragon Ball Z Fusion, ou plus récemment sur le film Professeur Layton et la Diva éternelle, ainsi que sur le film d'Animal Crossing. Si le film de Tamagotchi marche suffisamment bien dans l'Hexagone, on peut espérer une sortie française de ces 2 dernières œuvres. Concernant Tamagotchi, la plus belle histoire de l'univers, on ne peut que regretter que la société Bandai ne réitère pas en France la même opération commerciale qu'elle avait menée au Japon. En effet, lors de la sortie de ce deuxième film de Tamagotchi dans l'archipel, on pouvait également se procurer le Tamagotchi Plus Color, le premier appareil Tamagotchi avec écran LCD en couleur. Chez nous, la sortie du film ne sera accompagnée d'aucun produit estampillé Tamagotchi, et c'est bien dommage. La plus belle histoire de l'univers. Au secours! Je l'ai encore entendu! C'est quelqu'un de malheureux! Ça me fait peur. Mamechi, la bibliothèque va bientôt fermer.
Alors allons-y. En fait, je crois que... Courage, Kikichi! On restera toujours avec toi? Focus, focus, Sabrina, je plongeais dans l'île! Vous êtes embêtants! J'ai jamais dit que je voulais venir avec vous! Je sens plus rien! C'est très étrange. Qu'est-ce qui est étrange? D'habitude, quand on entre dans un mystérieux livre d'images, on prend l'apparence d'un des personnages de l'histoire. Oui, ça c'est vrai. Mais nous sommes comme d'habitude. Retour plateau. Voilà, c'est le dernier plateau de mon dernier 101% en date. Et je ne sais pas. Voilà. Ouais, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va. Puis on va pouvoir se retrouver sur le web, donc c'est pas plus mal. Voilà, je sais pas, Alex, t'as un truc à dire? En fait, conclure, j'y avais pas pensé. Moi non plus. Ah, mais je comptais sur toi pour faire un truc, tu sais, un peu émotion. Un peu salace, voilà. Entre la bite et les larmes. C'est ça, d'abord de l'émotion, puis tu termines avec une vanne un peu, tu vois. C'est ça, en fait, ça, c'est par contre, t'es dans Nerd. C'est pour ça que Régis Robert dit Maki qu'elle pleure pour toi. Ouais. C'est vraiment l'émotion et la bite. Voilà. Donc, cher public de No Life, Maki qu'elle pleure pour toi. Ouais. Ah oui, et Nerds, ça arrivera sûrement en septembre, parce que putain, on est à la bourre.